Bienvenue dans cet épisode d'Histoire de couple, le podcast qui parle de couple, d'amour et d'eau fraîche. Je suis Clémence, la rédactrice en chef du magazine Rocky, et je suis avec Fabrice, le fondateur de Mademoiselle. Oui, bonsoir. C'est mon intro. Régulièrement, nous recevons des couples pour parler d'eux et de leur histoire, sans guimauve ni cynisme. Comment se sont-ils ou elles rencontrés? À quoi ressemble leur quotidien? Et qu'est-ce qui les agace chez l'autre? Vous saurez presque tout à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, nous accueillons avec bonheur Margot Motin et Paco, que nos auditeurs et auditrices connaissent sûrement pour leur très chouette bande dessinée. Je cite quelques titres, mais il y en a plus, bien sûr. La tectonique des plaques, la théorie de la contorsion, Daddy Cool, Une semaine sur deux. On parlera peut-être des autres dans l'épisode. Vous partagez aussi votre quotidien régulièrement en faisant des lives, d'abord sur Instagram puis sur YouTube. Et donc on mettra tous les liens dans la description de l'épisode. Mais avant de parler de ça, j'aimerais bien que vous me racontiez, Margot et Paco, comment votre histoire a débuté. C'est pas faute d'avoir répété, hein. Oui, mais je pense que c'est le jeu. Il faut accepter que, vu qu'on s'expose en tant que couple, on soit amené régulièrement à raconter cette histoire. Par contre, ce qui pourrait être marrant, c'est raconter un truc différent à chaque fois. Ce serait génial. Tu vois, à chaque fois, t'as une version mais complètement différente. Personne ne saurait vraiment ce qui s'est passé. Exactement. Et après, on peut même changer d'époque, de planète, de trucs. Et débrouiller avec ça. Génial. Vas-y, je te laisse commencer. J'adore. C'était au Moyen-Âge. Exactement. Exactement. Moi, j'aimerais imaginer une version à l'époque de l'Inquisition. Hein? Tu vois? Ah ouais, t'attaques fort. T'as vu? Et en fait, initialement, ouais, tu es une sorcière. évidemment. Et j'étais un paysan qui passait par là. Coquine. Tu sens le potentiel de... Ouais. Allez, non, vas-y, raconte-toi et dis la vérité. On s'est rencontrés il y a une dizaine d'années. Chercheur au CNRS. Moi, évidemment. On est entre leur foi et leur pote. C'est même pas encore commencé. C'est déjà la qu'on merde. est déjà parti de travers. Mais bon, astrophysicien, évidemment. Astrophysicienne. Ouais, astrophysicienne. Ouais, exactement. Moi en stage. Ouais. Stage balai-brosse, classique. Avec l'envie de travailler à tes côtés. Ouais, venu vraiment. Non, mais on n'y arrivera jamais. Raconte la vérité. Ça, c'est un truc, ça se prépare. Faut qu'on le travaille, ça. Coquine 2. Ça va faire partie de nos nouveaux challenges. 10 minutes par jour. Ouais. Et si on s'était pas rencontrés comme on s'est rencontrés? Exactement. Voilà, ok, ça c'est noté. On s'est rencontrés il y a une dizaine d'années à travers les blogs. À l'époque. Oh, les blogs. Ouais. Souvenez-vous. Ah, mais là, on a perdu tout le monde, là. Là, les blogs. Qui sait ce qui est encore? Je veux dire, il y a eu Gutenberg, il y a eu quoi? Non, mais lui, il a Ouais, il a blogué. C'est bien qu'on voit pas que je te montre du doigt de façon très sale. Lui. Ouais, tu dénonces un peu. Ouais, il y a 10 ans, à travers les blogs, puisqu'on avait tous les deux un blog de dessin, un blog illustré. BD. Un blog BD, je te remercie. Ça s'appelait comme ça. Exactement. Ouais. Et c'est Paco qui... Bim, déjà name dropping, déjà pour commencer. Ouais. Et ensuite délation. Ouais, complet. Là, tu vas fort. C'est Paco qui, vas-y, je laisse finir ta phrase. Et t'es là depuis le plus longtemps. Moi, je t'aime. Belle pirouette. Ouais. Puisque moi, je suis arrivée en mars 2008, pardon, un truc comme ça, un jeudi, exactement, vers 14h. Ouais. Et fraîche et ne sachant absolument pas où je mettais les pieds. Ça se voyait, hein. On sentait que tu débarquais de ta campagne sur la blogosphère. C'est fou, Je savais pas trop quoi t'allais faire dessus. J'avais moins de 30 ans, tu te rends compte? My God. J'étais jeune. La bohème, la fameuse Incroyable. bohème. Ouais. C'était toi. Et donc, on s'est rencontrés comme ça, on a commencé à échanger par mail. C'était Il va falloir faire plus court, Madame Motin, okay. Parce que là... Ben voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà. Non, mais sur la blogosphère. Ouais, mais... sur la blogosphère. Non, mais ils vont couper. Ils nous ont dit qu'ils allaient couper. Alors non, laisse pas te couper la parole pour commencer. Ouais, c'est Raconte vrai, ton non. histoire. Vas-y. Et t'as vu comment je fais maintenant dans les lives pour faire pour garder la place. Tu t'es envoyé un mail. Vous avez commencé à correspondre par mail. Moi, je t'ai envoyé un mail. J'ai dit, j'adore ce que tu fais. Ouais, exactement. Voilà. Moi, j'étais hyper contente. C'est la première fois qu'un auteur me contactait, quelqu'un qui fait le même métier que moi. J'étais quand même très seule. Et puis j'avais une pointure, quoi. J'avais 3 ou 4 lecteurs sur mon blog. Non, c'est faux. T'avais déjà une belle... Ok, je sais plus. Ouais, si, ça, c'était quand même, c'était bien. Ok, donc il n'y a pas d'ironie dans cette... Ah oui, j'ai un petit problème de second degré. Oui. C'est un réglage qui n'est pas bien fait. Je garde ça pour qu'est-ce que vous... Si par hasard vous posez une question sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, j'aimerais garder cette carte. Voilà. Margot n'a aucun second degré. Et des fois, c'est gênant.
Alors, c'est pas que j'ai aucun second degré, c'est que je suis Tu mal ne repères réglée, pas, je tu l'utilise pas au repères bon moment. Oui, c'est vrai, c'est plus précis. Quand ça. il faudrait du second degré, je suis genre en mode archi Ouais, premier je vais degré péter la vénère. gueule, ouais, voilà. Et quand il faudrait être un peu sérieux, je suis genre ah, second degré. Bah non, c'est pas lol en fait. Non. Donc voilà, j'ai un petit souci Ouais. de réglage. Mais bref, on s'est connus comme ça, on a échangé. On était tous les deux en région parisienne et tous les deux, si je ne m'abuse, assez seuls dans nos métiers, puisque c'est quand même un Oui. métier un peu solitaire. Le C'est à truc. l'époque où la BD était très rock et évidemment toi et moi on écoutait que du hip-hop. Donc déjà là dans les soirées ouais, grosse dénotait. solitude, grosse gênance. Ouais. Et puis on a commencé On était parents aussi. Ouais, c'est vrai. Et on parents. avait tous les deux des blogs où on racontait nos vies Votre fille de daron. passionnantes, Ouais, nos vies de parents. trépidantes. Tu sais maintenant tes parents, donc tu sais de quoi Ouais. on parle. Cette aventure humaine extraordinaire qui est de... Ça faisait beaucoup de points communs, Ouais. tous les deux en région parisienne. Et donc on a vachement échangé par mail, puis on a fini par se rencontrer et on a fini par bosser ensemble une fois par semaine, histoire de... Bah, c'est quand même cool d'avoir un coéquipier quand t'as été seul dans ton boulot pendant longtemps. Puis, donc on et se puis voyait. Hachette nous avait Oui. commandé un projet. C'est là où tu vois l'intelligence de certaines, certains éditeurs. C'est-à-dire qu'ils se sont dit tiens, ils font un truc. D'un côté, ils parlent de parentalité. On va faire un bouquin avec tous les deux, et puis ils vont nous donner chacun leur vision de la parentalité. On a dit non, je crois. On a dit non. On veut faire ce qu'on fait sur nos blogs. On va faire un truc qui s'appelle. C'était quoi ton premier album ? C'était le titre. C'était. J'aurais adoré être ethnologue. Ouais, et ils voulaient appeler ça la Parisienne dans tous ses états. Un truc Ou comme ça. moi, ma vie, mon blog, moi, Ouais. mon œuvre, un truc comme ça. Mm. Voilà. J'étais pas hyper chaude pour ce Voilà. titre. Et il semblerait que tu aies raison. Ouais. Mais c'est vrai, c'est comme ça qu'on a commencé à vraiment bosser ensemble une fois T'as par vu. semaine. Ton jour off, puisque toi, tu bossais t'avais ta boîte. Et donc, on se retrouvait pour dessiner ensemble, parler dessins, parler DVD, parler machin. Puis on est devenus quand même super potes. Ouais. Et on s'est mis à dédicacer ensemble, puisque nos ouvrages sont sortis à peu près en même temps, on faisait nos tournées de dédicaces ensemble et tout. Oui, Donc, c'était le but, qu'ils sortent un peu en même temps, parce qu'on commençait à être un petit peu connus sur la blogosphère. Et donc voilà, ils voulaient. Et puis c'était assez cohérent, là pour le coup, de faire une synergie gagnante Ouais. de nos projets. Voilà comment on s'est rencontrés. Et c'est la version courte, celle-là en plus. Hein. Ouais, T'as vu ? c'est la plus courte de toutes. Parce que du coup, on a envie de savoir ce qui s'est passé après. Bah oui, Comment enfin, je on veux dire, passe vraiment, de, les mecs, ils nous de filent un cette belle bout- amitié Ah, bah oui, à on attendait la sait gérer deuxième le- question. ouais, histoire d'amour. On attendait la même question. Ils nous filent un bout de biscuit là. Non, mais là, surtout, on nous a parlé de trucs qui n'a jamais été dévoilé nulle part, parce que la suite est dévoilée dans nos bouquins, en fait. Ouais. Tu vois. Tout à fait. Un petit peu une semaine sur deux où on voit qu'on commence à être potes. Ouais. Et on voit que t'es quand même vachement jalouse. De ton talent. Oui, c'est ça. Et après, c'est dans le dernier, c'est la tectonique. Ouais, c'est dans la tectonique que je raconte notre premier baiser qui s'est pas du tout passé comme ça en plus. Mais C'est vrai. Mais C'est il s'est important passé de garder un peu de. Il s'est un peu passé une comment part de là mystère. Tu vois. Oui. Je ne me souviens pas. Ah, ok. L'abus d'alcool. Mais il y a eu ça. Hein. Il y a eu Consommer avec l'alcool. modération. Ouais. Il y a eu l'alcool. Il y a eu des vacances, du Pays Basque, du Ouais. soleil, de la plage et Ouais. Et il y a eu des attouchements en fait. Ça, on peut le dire. faut avouer. Ouais. C'est assez, ça répond à votre question? Pas du vraiment, tout. hein. Pas du tout. Bah, Non, après, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben après, effectivement, la vie a fait qu'on est passé d'amis à copains. Et ouais. puis après, voilà. En fait, techniquement, t'es parti t'installer dans le sud-ouest. Ouais. Moi, pendant ce moment, j'ai gentiment divorcé. Ouais. Et puis, plus tard, tu t'es toi-même séparé de la maman de Maë. Ouais. Et puis, plus tard, je suis venue passer des vacances Non, mais chez même toi. avant on se voyait en dédicace. Ah oui, c'est vrai, après. on se voyait en dédicace On à se cette voyait avant période-là, en une dédicace, fois par mois à ouais. peu près. Ouais. Et puis après, tu t'es séparé. Moi, je suis venue te voir en vacances quelques mois après. On était célibataires tous les deux. Il faisait beau, on buvait des coups, il faisait de la guitare sur la plage. Oh C'était là très... là. Ouais. Oui, Ouais. Tu sais, j'avais Il est lu tous fort. les tutos américains sur. il est très tu vois, fort. j'avais tout lu. Le mec. Ouais. Tu vois, Mais bon, voilà. sur la Ouais. plage, Ouais. grattant comme ça, Ouais. devant les vagues et le soleil couchant Ouais, à bah oui. Osgore. Et là, j'ai fait oh, quand même. Et puis, Tu jouais quoi Jeux interdits. Par exemple, du Richard Cochian, que des trucs, tu sais, très. Ah. Ma chanson préférée. C'était quoi ? Bah, le coup de soleil. Ouais. quoi. Bah le oui. truc qui Non, mais il m'a eu sur le faux. coup de soleil. Hein, Bah, c'est quel Ouais, talent. exactement. c'est quand c'est il a là-dessus. commencé à gratter cette air que là, j'ai Ouais. j'ai Ouais. su. Ouais. Et donc voilà comment J'ai ça rien, a j'ai rien commencé. qui vient là-dessus. Normalement, il devrait y avoir un gag, mais là, j'ai rien qui vient sur Ouais. le. Ouais. Je sais. Mais bon, mais effectivement,
mais en plus, on a commencé un peu genre pote, quoi. Un peu genre, ouais, tiens, je suis seul, t'es seul, on se connaît, tiens. C'est cool. Ouais, on ouais. fait rien, vas-y. Et puis, Ouais. bêtement, voilà, quoi. 10 ans plus tard, on est ferrés jusqu'à la fin de notre vie. Ensemble, ouais, moi. Alors, moi, j'ai un petit problème de second degré. Et il en Mais abuse. il a un petit souci de ton. Parce que ce qu'il veut dire, c'est vraiment, il est heureux qu'on vive toute notre Oui. vie ensemble. Et Évidemment, tout, mais il y a un évidemment. petit mauvais réglage qui fait Évidemment. qu'on dirait qu'il veut mourir. Mais Alors j'ai qu'en mais fait- j'ai aussi un problème de second degré, mais à l'opposé. Puis c'est un trop de garçon, second tu sais, degré. il peut pas trop dire Non, qu'il je est peux amoureux. pas. Je peux pas. Ah si, je peux Oh, dire que je suis si, amoureux. ouais. Si, ça me gêne pas. Je ne peux pas te Ouais, laisser ouais. dire ça, Fabrice Florent. Ouais, ouais. Car nous avons ici un homme extrêmement tranquille avec sa Je- sensibilité. Je peux dire que je suis amoureux, mais il faut être très juste. C'est vrai que c'est plus facile pour toi de rentrer dans les détails, et c'est vrai c'est pas une question de pudeur c'est peut-être un manque d'habitude. Je rentrerai moins dans les détails, mais dire que je suis amoureux, que tu es la femme de ma vie, tout ça, c'est facile. c'est pour toi. assez facile, parce que Ouais. c'est évident. Mais aller plus loin, c'est des choses qu'on partage nous, et c'est vrai que c'est des trucs. Oui, alors que moi, Qui sont- j'adore. Ah, mais toi. J'adore ficanasser, moi, j'adore donner les détails, j'adore. Ficanassé. Alors, Là, oui. Alors là, je je pense recule. que c'est un terme sud-est. Ok. Mais JT en 1827. Ficanasser, non, je pense que c'est encore utilisé. Avec, On va ficanasser en terrasse. C'est un peu genre ragoter, Ah. raconter les trucs, Mm. tu vois. Voilà. Donc, Ok. Oui, et. T'avais ficanassé Non, j'avais pas, mais c'est joli. c'est joli, ficanasser. C'est beau. Ça vient d'un petit oiseau qu'on trouve dans les pins, dans le La- sud-est. Et La qui- ficanasse ou et le oui. ficanasse? Le ficanasson Le qui ficanasson. ficanasse. Et donc, je vous laisse vérifier. Mais je sais que vous n'allez pas remettre mon grand savoir Ouais, à aucun moment. concernant les oiseaux en En question. termes d'insectes, c'est clair que. Ah, c'est un oiseau. Ok. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Autant pour moi. Mais c'est vrai qu'en termes donc, de nature plus, Voilà. plus généralement. Je sais un peu ouais, ce que je dis quand même. ouais, Mm. c'est clair. Je sais plus quoi faire de ce micro. Je suis en train de me raser avec depuis tout à l'heure. Là, j'ai plus de barbe, là j'attaque la moustache maintenant. J'espère que ça s'entend. Je pense que là, ouais. Les sourcils, man. Les sourcils. Allons-y. Vous êtes toujours aussi insup comme ça dans la Là, vie on se retient, je peux t'assurer Entre- que là on se retient. Bah, vous hésitez pas à pas. Ouais, retenir. mais non, mais après c'est que c'est beaucoup plus facile pour nous de se lâcher quand on est tous les deux parce qu'on se connaît, voilà. Mais c'est vrai qu'on peut vite être insupportable. Là, c'est la première fois qu'on vient, on est un petit peu intimidé, il y a Ah un oui. micro, mais si on Ça se revient sent pas, plusieurs hein. Non, fois. pas trop, non. Ah ben, Je suis sûr non, qu'on a non. eu des invités plus intimidés que vous. Ouais. Ok, ouais, non, et là on n'est pas au max, hein, parce que tu nous aurais vu il y a encore une heure. Non, il y a une heure, on s'engueulait. Il y a une heure. Avant de partir, on était en train de J'aimerais s'engueuler. qu'on évite ce sujet. Mais on va peut-être en parler. Ça. Vous engueulez beaucoup. Ouais. Mais j'ai une théorie qui m'a rassuré là-dessus. Beaucoup. Attends, il faut vraiment savoir Ouais. ce que c'est. Qu'est-ce qu'on appelle beaucoup ouais. Ouais, C'est c'est ça. Mais j'ai une théorie qui m'a vachement plu dernièrement, c'est il y a un nombre d'engueulades qu'il faut respecter. Et je vais essayer de m'en rappeler. Si tu t'engueules trop, bien évidemment, ça sert à rien. Le couple, il fonctionne pas. C'est clair. Si tu t'engueules pas du tout, la difficulté, c'est que tu ne peux rien régler. C'est-à-dire que il n'y a pas d'échange. Il y a très peu d'échanges. Mais cette théorie explique que si sur 5 échanges, il y a une engueulade, ça permet de... tu avais trouvé le terme, Doudou. C'était quoi? Recalibrer, recalibrer, Réguler, réguler. je Ça sais permet plus exactement. effectivement de réguler. Ça permet de une engueulade sur 5 échanges, ça permet de régler les trucs. Plus, on est vraiment et moins, on règle rien et au bout d'un certain moment, on sépare ce qu'on a plus rien en commun. Et je pense que nous, on est là-dedans. Quoi. On est dans les entre 4 et 6. Ouais. 4 et 6 engueulades par échange. Ce qui fait Ah, que... quoi Attends, je n'ai pas Quatre- suivi ta mathématique de Pardon, l'engueulade. oui, une engueulade sur... Sur 5 échanges, ouais, c'est ça? exactement. Et 4 échanges cool, une engueulade. Ouais. Et qui permet effectivement de voir que, bah tiens, on avance tous les deux sans trop se poser de questions, en croyant qu'on est dans la même direction. Et l'engueulade, elle permet de voir que, tiens, on avait un petit peu dévié. Ouais. Ça va être l'occasion de voir sur quoi on avait dévié et de recalibrer le truc. Et si après tu t'engueules encore après, ben là c'est la merde. Mais si après cette engueulade là, tu repars sur un petit cycle d'échange, de kiff et d'échange cool, c'est-à-dire que tu as pu régler un truc et tu as pu avancer. Et c'est vrai qu'on est C'est intéressant. parce que j'essayais de comprendre, parce que souvent les gens pensent qu'on s'engueule pas alors qu'on s'engueule, et on s'est rendu compte nous avec le temps que nos engueulades, et on s'engueulait très très fort au début. Très, ouais, très fort. c'était dur. Hein. Et avec le temps, ça s'est calmé de plus en plus. Et j'arrivais pas à comprendre, parce qu'effectivement, comment un couple peut tenir si il continue à s'engueuler. Et cette théorie-là m'a vachement plu. Parce on s'engueulait, mais à chaque fois, on réglait des problèmes. Ouais. Et on est ensemble, et on est de plus en plus ensemble. On a de plus en plus de plaisir à être ensemble. Et je ne comprenais pas sur quoi ça tenait. Et ça tient sur ce truc-là. C'est impossible
et puis ça me rassure parce qu'on s'engueule encore. Donc c'est impossible de vivre avec quelqu'un sans s'engueuler, mais c'est toujours une question d'exposition. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous engueuliez fort avant et un peu moins fort maintenant? Moi je sais, mais je vais te laisser répondre. Margot. Tintin. Voilà, c'est un bon résumé. C'est un truc sur lequel je travaille, mais j'ai toujours des difficultés à bien me reconnecter aux émotions. J'ai tendance à me raconter un peu des histoires quand les trucs sont passés, donc j'ai du mal à me remettre dessus. J'aimerais dire un truc et après Ouais. je me tais. Ouais, Est-ce que c'est pas justement parce que tu es très connecté à tes émotions? J'ai l'impression que on a réparti le truc entre tous les deux. Moi, je préfère que tu gères les émotions, ça m'arrange, et je préfère gérer le cérébral. Donc tout ce qui est réfléchir et tout. Mais attention, ça veut pas dire que c'est une qualité ou quoi, mais c'est une répartition. Toi, tu vas pouvoir m'expliquer ce que je ressens, où j'en suis dans une relation, à quoi il faut faire attention. Et moi, je vais pouvoir te dire attention, réfléchis différemment, réfléchis mieux. Est-ce que ça te parle ça? Ouais, ça me parle. Tu vois? Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je suis très sensible, très sensitive et je suis assez connectée sur les émotions, mais j'ai un truc qui est que je reboot hyper souvent en fait. Et donc les trucs du passé, j'ai toujours du mal à me rappeler quelle était vraiment l'émotion. Et du coup, quand il faut en reparler, j'ai tendance à aller chercher un peu le concept et Okay. je perds de vue. Donc pourquoi on s'engueulait fort au début? Le vivant plus, j'ai un peu du mal à me remettre dedans, à me dire mais pourquoi au fait? Et tu sais, je risque de broder un truc qui n'est pas forcément la réalité. Et j'aurais tendance à dire, parce que moi, en ce qui me concerne, non, je sais pas, tu vois, c'est chaud, hein, j'arrive pas à me remettre dessus. Ouais, grave. Une hypothèse, Ouais. ce que t'en penses. Moi, je pense. N'oublie pas de parler d'autres. Ouais, c'est clair que là, alors j'explique. Le micro était carrément dans mon oreille. Cette fois. J'ai des petits poils dans les oreilles. Je voulais voir si ça pouvait raser là. Alors bon, j'attendrai que ça soit autour de quelqu'un d'autre de parler pour le faire. Mon hypothèse, c'est que on partageait très peu de moments ensemble. On était tous tournés vers nous, de manière un peu égoïste et un peu égocentrique, et on ne voyait que les choses à travers nos besoins, nos envies et nous. Chacun pour soi, tu veux dire. Chacun pour soi. Mm. Et déjà, ça c'était Oui. à mon sens le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que la communication manquait de fluidité. Oui. Les deux sont liés, hein, mais la communication manquait de fluidité. C'est-à-dire qu'il y a encore nos incompréhensions, c'est je ressens un truc et je ne valide pas avec l'autre ce que je ressens. Je ne fais pas l'effort de communiquer avec l'autre ce que je ressens. Et j'ai l'impression qu'à nos débuts, ça c'était le système. Bah, J'attends quelque chose d'elle, je ressens un truc, machin, mais je dis rien. Démerde-toi. C'était d'autant plus excessif que toi encore, t'avais tendance t'as toujours été assez transparent quand même, mais t'avais tes trucs à gérer. Mais moi, j'étais très taiseuse. Je disais carrément rien. Je faisais genre tout va bien. Non, je fais pas la gueule, tout va bien. Alors qu'en fait, à l'intérieur, j'étais en train de monter des drames. Mais ouais, ce genre de meuf, tu vois. Retourne-toi, tu vas voir. Et donc d'un seul coup, lui, il croyait que tout allait bien, et le truc lui pétait à la gueule. Mais même pas, genre, je me mettais pas en colère d'un coup. C'est juste que je me mettais à exprimer une certaine froideur, j'étais plus ok. Tu vois, dès qu'il disait un truc, j'étais plus ok, c'était plus souple, c'était plus facile. Et c'est vrai que ça m'a pris du temps à apprendre à communiquer. Genre, bah voilà, quand tu fais ce truc-là, en fait, ça me fait ça, c'est pas cool pour moi et comment on peut gérer. Et au début, je savais pas du tout faire ça, donc c'était hard. Vous étiez en train de... Est-ce que vous avez eu la sensation de retrouver des marques à créer votre couple alors que vous avez été en couple pendant longtemps auparavant? Ça doit être quelque chose, non, de se refaire un couple après avoir été dans une relation de couple avec une nouvelle personne. Qu'en dites-vous? Même si vous étiez très potes. Et surtout après un passage de vie seul, enfin avec vos enfants, mais chacun de son côté, le fait de revivre avec quelqu'un, ça implique justement de reprendre en compte l'autre. C'est ce que tu C'est disais deux tout trucs à l'heure. différents, ouais. Sur le deuxième, pour moi, c'est hyper clair, parce que effectivement, je me souviens de ma vie en solo avec ma fille, où il y avait zéro contrainte, en fait. Tu fais tout, même si tu le fais mal, personne te dit que c'est mal, tu fais tout comme tu veux, l'enfant, il est super ok sur le principe. Donc, tu rencontres pas de résistance et personne qui remet en question la façon dont tu vis les choses. Donc, c'est après des années de vie de couple, surtout que si cette vie de couple, elle a une fin, c'est qu'elle était quand même pas hyper ok. Donc après des années de vie de couple pas forcément épanouissante, ce moment de solitude où tu es seul, t'es en roue libre et c'est hyper confort. Et c'est vrai que quand tu te réinstalles dans un truc où il faut reconstruire avec un autre adulte qui a aussi sa vision des choses, qui remet en question des fois ce que tu fais, comment tu le fais, etc. Il y a vraiment des marques à retrouver là-dessus.
Et même confronter deux façons de vivre différentes dans la technique, quoi. Mais pour la première partie, recréer des codes de couple après le premier couple, j'ai du mal à cerner le truc. Qu'est-ce que ça t'évoque? Toi, t'as vécu ça comment? T'as vécu ça comme tu le dis, c'est que t'as eu, il a fallu que tu retrouves des marques. Parce que moi, j'arrive pas à me dire qu'on a retrouvé des marques. C'est-à-dire qu'on a créé on a créé. C'est pas retrouver des marques pour un couple, c'est on a créé cette entité-là. Je suis d'accord. Tu vois, qui est très spécifique, qui est toi et moi sur une dizaine d'années. Et je peux pas dire que c'est des marques pour un couple. Et qu'on n'a pas retrouvé des marques, on a créé un truc qui nous correspondait vraiment. Ouais, tu vois, et qu'on continue à créer et qui est encore vachement en interrogation. Pas surtout, évidemment, mais qui est vachement en interrogation parce que les filles grandissent, parce que on change, on a des projets différents. Donc je pense que c'est plus comme ça que je l'ai vécu. Nos premières années, j'en ai pris plein la gueule. Mais toi aussi, quand je dis je, c'est pas genre toi par moi, mais je parle de mon point de vue. J'en ai pris plein la gueule, j'ai dû me remettre en question sur plein de trucs parce qu'il y a quand même des fonctionnements qui étaient assez limites, même pire que limites. J'ai peut-être jeté un petit peu trop de trucs aussi. Tu sais, tu t'en es rendu compte et après, je m'en suis rendu compte. Donc c'est-à-dire que je l'ai pas vécu comme une espèce de science calculée, précise. C'est plutôt de la gestion de l'équilibre précaire. C'est comme marcher. Marcher, c'est gérer un équilibre en permanence. C'est quoi les trucs sur lesquels tu t'es remis en cause? Alors, le premier truc, c'est que j'ai un fond extrêmement macho. Ça se voit pas. Je sais. Il faut un certain temps pour le voir. Ouais, il faut je suis un mec un peu, tu sais, je suis pas à l'aise, je me la, tu vois, je suis pas, voilà. Bah, tu prends pas trop ta place, quoi, c'est ça. Pas trop. Ça se sent, ouais. Tu vois, c'est pas, il y a pas, donc il y a ça, c'est un truc. Il a fallu que je m'en rende compte. Non, mais blague à part, c'est vrai. J'ai un côté extrêmement macho. Je trouve que je sais maintenant que il y a des vraies qualités à être macho. Je sais que je vais me faire allumer ici, mais il y a aussi des vraies limites et des vrais défauts. Dire que ça donne de l'assurance, ça donne du courage, ça permet de placer des limites. Et ça, c'est des choses qu'il a fait que je récupère, mais après, ça rend con, ça rend agressif, et voilà. Et il y a aussi pas mal de choses. Et donc, dans ma relation avec Margot, il y a un moment où je me suis dit, merde, c'est quand même la femme de ta vie. C'est-à-dire que tu ne te vois pas vivre avec quelqu'un d'autre. Et puis là, bon, t'as plus 12 ans, donc ni 17, ni 18, donc t'as déjà fait un peu le tour. Donc tu vois, tu peux plus te leurrer. La vérité, c'est que là, si tu la laisses partir, tu sais exactement ce que tu vas laisser partir. La femme de ta vie. Et évidemment, elle a des défauts, évidemment, elle a des limites, mais tu ne peux plus regarder cet échange que de ce côté-là. Il faut que tu vois, toi, là où tu merdes. Et donc, vous aviez quel âge, là? T'avais quel âge, toi, à ce moment-là? J'étais un daron, déjà. J'avais quoi, 40 balais? Ouais, bah oui. 40, 42, c'était il y a 9 ans, ouais. Non, ouais. T'avais même un peu plus que ça. Ouais. 42, 43 ans, 43. 73 ans aujourd'hui, donc... T'as quel âge, Paco? 52? 51, 52? Je crois. Je sais plus, tu vois. Je sais que c'est 51 ou 52, je sais toi, plus. Toi, tu as quel âge, 22? 40, donc t'as 51. 22, j'ai 52. Ouais, c'est ça. La base, logique. 51. Et donc, effectivement, il y avait pas mal de choses à régler. Surtout que j'étais face à un individu qui était extrêmement féminin. Pareil, avec des très très bons côtés et des choses qu'il fallait effectivement corriger. Et donc, on a fait ce trajet ensemble. L'un vers l'autre. Moi, j'ai envie de dire. T'as raison. Il y avait une espèce de. Tu sais, c'était l'un vers l'autre, l'un vers soi, l'un vers. Donc. Fallait détricoter des mauvais trucs et des mauvais programmes, réflexes. Ouais. Fallait tout démonter, tu vois, démonter la machine pour remonter les trucs dans le bon sens. Tu sais, le truc qui passe pas par le cerveau, qui passe plus par le cerveau parce que c'est des injonctions qu'on t'a répétées pendant des années et des années, donc pas ces réflexes. Et à un moment, tu dis, bon, ok, tu commences à regarder le résultat. Et tu dis, est-ce que ce résultat correspond à ce que je veux? Ah non, merde. Donc ça veut dire que dans ce que je fais, forcément, non, au début tu dis... c'est l'autre. Ouais, évidemment, c'était toi. Le gros connard. Faut que tu saches que c'était toi au début. Pour toutes les premières années de Doudou, c'était toi la responsable. T'as été assez clair. Si tu rouvres mon journal intime, t'en prends plein la tête. Je te propose qu'on le confronte avec mon Air Black Carnet. Et je pense qu'on aura un peu le même genre de truc. Genre, ouais, lui, oh, gros méchant. On aura un bon équilibre. Ouais. Où personne n'est responsable. Mais il y a un moment où tu te dis que si tu veux vraiment progresser, il faut que tu t'interroges sur le résultat, il faut que tu t'interroges sur qu'est-ce qui a mis en place ces résultats et que tu te rendes compte que tu fais partie aussi de l'équation. Voilà. Ouais.
Et toi, Margot, comment t'as vécu le fait qu'il soit... En fait, vous étiez potes avant. Ouais. Mais cet aspect-là, t'avais jamais trop dérangé de sa personnalité? Non, parce que non, surtout que je suis assez macho en tant que copain. En tant que copine, c'est la phrase. C'est-à-dire que j'aime bien. Non, quand je dis macho, c'est une caricature. Mais t'étais un bonhomme. J'étais un bonhomme. J'aimais bien. À talons, mais t'étais un bonhomme. Qu'on fasse des concours d'euros, que machin, jurer un peu. Donc c'était ok pour moi, c'était drôle. Mais même moi aussi en tant que mec, avoir une copine masculine, c'était marrant. Après, quand on était en couple, il y avait des aspects de cette masculinité qui me gênaient. Ouais. Donc il a fait... Non, mais tu vois, c'est toujours pareil. Donc, mais c'est pas les mêmes enjeux quand t'es en couple que quand t'es pote. Hein. Donc alors moi, je me suis heurtée basiquement et connement à cet aspect macho. C'était très paradoxal parce que d'un côté, je l'ai quand même choisi pour ça. C'est-à-dire que les bons et les mauvais côtés dont il parlait, les bons côtés étaient très importants pour moi. C'était quelqu'un d'extrêmement fort, d'extrêmement courageux, d'extrêmement déterminé. Moi qui ne l'étais pas du tout, qui était plutôt toujours dans une espèce de flou un peu irresponsable et artistique. Et je défendais ce truc-là, mais j'avais du mal à me positionner dans la vie. Vivre avec quelqu'un qui était extrêmement déterminé, ça m'a beaucoup appris. Surtout que la chance dans ce côté macho, c'est que c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement généreux et qui aime aider les autres. Donc il a toujours eu à cœur de me donner ses bons outils et ses bons tips pour que ça puisse me servir à moi. Donc c'était paradoxal. D'un côté, j'étais très attirée par cette force qui m'apprenait beaucoup, et de l'autre côté, le côté relou du macho venait. Ouais, parce qu'il y avait une réalité extrême aussi. Hein. Et ça venait taper sur mes côtés relous de meuf, hyper conditionnée à trouver que les mecs sont des connards et à surtout pas me remettre en question moi dans ce que je mets en place. Donc en plus du genre très relou, très chiant, tu sais, à titiller, mais de façon qui se voit jamais. C'est-à-dire que Paco, quand il... passif-agressif. Ouais, exactement. Paco, quand il était chiant, c'était très visible. Donc c'était facile de se retourner contre lui et de dire putain, t'es un gros relou. Moi, quand je suis chiante, ça se voit pas. Je suis un snake, tu vois. C'est l'art de l'ambivalence. C'est horrible. C'était l'art de l'ambivalence. Ouais. Je dis un truc, mais je pense autre chose. Je demande quelque chose pour avoir autre chose. Ouais. Et c'était vraiment très compliqué. Lui, il devenait ouf. Il comprenait pas ce que je voulais, où je l'emmenais. C'était donc voilà, c'était. Ça devenait d'où, toi? Parce que donc on a compris que Paco, le côté machiste, comme ça. T'as raison. Les faits se sont penchés sur mon berceau et on dit toi, tu vois. Les faits qui s'appellent patriarcat et société, peut-être. Oui. Mais pas que patriarcat. Il faut qu'on en... Parce que je sais que c'est très touchy ce que je vais dire, mais il faut pas oublier que les femmes aussi élèvent les enfants. Mais les femmes font partie de la société, du système patriarcal. Tu vois complètement. Ah oui, j'ai dit pas du tout que c'était la faute des pères. Ouais. Et il faudra que tu me définisses un jour ce qu'est la société patriarcale. Mais pas là, parce que c'est pas le but et je vais me faire allumer par tout le monde ici. Mais je pense qu'il faut parce que pour trouver une solution, il faut poser les vraies questions. Donc voilà. Est-ce que là, on est vraiment dans une société patriarcale? Et si c'est le cas, oui, mais surtout, où? Où précisément? Parce que c'est ça qu'il faut attaquer et c'est ça qu'il faut petit à petit dénouer. Parce que j'entends beaucoup parler de ça et je suis d'accord sur pas mal d'endroits, mais j'ai besoin de précision, tu vois. Parce que si on me dit il faut attaquer la société patriarcale, je peux en faire un symbole, je peux en faire une pancarte, mais je peux pas en faire une action. Par contre, si tu me dis à tel endroit, il y a tel mec qui se comporte comme un muf, eh ben allons-y, mettons ça en avant, faisons agir la justice et réglons ce problème-là et attaquons un autre problème et un autre et jusqu'à ce que ça soit réglé. C'est peut-être utopique, mais il n'y a que comme ça que je sais fonctionner. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Tu vois, après, je pense que c'est aussi une histoire d'éducation. Et du coup, je reboucle sur ce que tu disais, Margot, où en t'écoutant, ça me fait réagir en me disant que moi, souvent, dans mon couple, mon fonctionnement, c'est de me dire mais il va comprendre ce que je ressens, donc il devrait comprendre ce que je ressens, donc j'ai pas forcément besoin de l'expliquer clairement ou de le dire parce que ça me paraît tellement évident et c'est un être humain, il doit être câblé pareil, donc il va savoir ce que je ressens. Et à l'inverse, c'est parfois difficile pour certains hommes d'exprimer leurs émotions aussi ou d'avoir accès à leurs émotions, et je pense que c'est ça qui crée pas mal d'incompréhension. Ça précisément, c'est pas genré du tout. C'est-à-dire que moi aussi, ça m'arrive de me rendre compte que j'attends quelque chose d'elle, ouais. De moins en moins évidemment puisque on a échangé, mais si je regarde un petit peu ce qu'on a vécu, c'était souvent ça. J'attends d'elle quelque chose de précis. Mais sans lui je n'ose même pas me le formuler à moi parce que tu vois, je suis pas à l'aise, et donc ça rend le truc ingérable pour elle et pour moi. Mais dans mon cas, c'est encore pire parce que si c'était juste ça, ce serait cool. Mais c'est que j'ai ce fonctionnement chelou de quand je veux quelque chose qui n'est pas évident et induit pour tout le monde,
la prise de risque que c'est de l'exprimer et de faire face au fait que peut-être en face on va me le refuser ou que je vais être moins aimée ou que je vais me sentir rejetée, c'est tellement insupportable pour moi que je préfère dire non mais en fait c'est pas très grave, tant pis, et je dis pas, et je crois que je suis ok et que je suis très digne et que j'ai fait genre oui je fais passer le besoin de l'autre avant le mien, sauf qu'en fait mon insatisfaction elle continue à me grignoter quelque part, mais c'est juste que accepter qu'en face la personne va peut-être pas comprendre tout de suite, c'est trop insupportable pour moi, donc je ne fais pas cette démarche. C'est chaud quand même. Comment t'as progressé, t'as l'impression là-dessus ces dernières années? Je progresse. Non mais oui, déjà en avoir conscience déjà, et l'expliquer comme ça aussi clairement. Je progresse de ouf. Et puis l'appliquer aussi au quotidien. Ouais, mon objectif c'est de réussir, c'est deux choses, c'est de réussir à l'exprimer tranquillement. Et c'est d'être ok sur le fait que l'autre en face il est libre de rencontrer une résistance parce que ça vient bouger des choses chez lui aussi, mais ça c'est vraiment à long terme. Pour aujourd'hui c'est déjà cool, j'arrive plus à l'exprimer, je le fais de façon encore assez maladroite, donc je dois assumer le fait que tu le fais en colère, c'est ça? Je le fais parfois en colère, ouais, mais parce pas que tu laisses traîner peut-être? Non, c'est parce que mes freins sont tellement forts qu'il me faut l'énergie de la colère pour pouvoir les dépasser, et donc parler un peu brutalement, c'est vraiment une façon, pour moi, c'est comme si je me donnais un coup de pied au cul pour le faire. Quand j'exprime le truc une première fois dans ma tête doucement, tout de suite, j'ai des voix contraires qui me disent non, mais c'est bon, c'est ok, c'est pas grave. Ah, yes. Si je mets pas cette énergie de la colère, je n'ai pas l'impulsion pour l'exprimer. Donc c'est un petit peu relou, mais là où c'est cool, c'est que j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui me connaît très très bien et qui a à cœur aussi d'avancer là-dessus. Donc même si on se brouille et on s'engueule, à un moment donné, voilà, le truc il se. Mais là, là, l'exemple que tu donnes, il est vraiment particulier. Et j'aimerais dire un truc, c'est que l'expression de nos désirs ou de nos insatisfactions, parce qu'on parle de ça, on a eu tous les deux un problème là-dessus. Moi, j'étais extrêmement déterminé. Donc, je pouvais facilement exprimer mes désirs et mes insatisfactions en gueulant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème pour moi de dire j'aime pas ça, je boude, je crie, je veux autre chose. Donc, voilà dans le schéma dans lequel j'étais. Et Margot en face, parce que quand tu dis que tu l'exprimes en colère, c'est pas vrai. C'est pas de la colère. Non, t'as raison. C'est pas de la colère. Non, la colère, c'est moi. Ça, pendant longtemps, c'était mon territoire. Désagréable, mais c'est pas. Ouais. Et encore. Ton premier accès, c'est ne pas exprimer. Ouais, de toute façon. Et donc, on met ça au milieu entre nous. Ok, il y a une insatisfaction. Moi, je gueule, elle exprime pas. Ce que j'ai trouvé intéressant dans notre couple, c'est que on a donc tous les deux, parce que c'est pas comme si j'avais un problème et que l'un n'avait pas. C'est juste qu'on a un problème qu'on exprime différemment, mais qui en plus est extrêmement complémentaire. Parce que Margot a tout intérêt à exprimer, ce qui est ma capacité première, et moi j'ai tout intérêt à exprimer de manière douce, ce qui est l'expression douce, parce que tu t'exprimes pas, mais quand tu t'exprimes, parce que tu es quelqu'un d'extrêmement poli, là où moi je ne le suis pas, quand tu t'exprimes, tu le fais de manière douce. Et c'est comme ça que je pense qu'on a aussi avancé sur notre couple, c'est en se disant, attends, mince, mais ce problème-là, il est non seulement on a le même, sauf qu'on le regarde d'un côté différent, donc déjà deuxième étape, et troisième étape, tu as la solution dont j'ai besoin et j'ai la solution dont j'ai besoin. Et j'ai l'impression que énormément de difficultés qu'on a eu à gérer ces temps-ci ont pu être gérées grâce à ça. Ça te parle ou pas, ouais, ça complet. Ouais. Donc, je suis d'accord. En entendant ça, je me disais tiens, voilà le trépied sur lequel le truc se stabilise. C'est qu'effectivement, on va passer par une étape, mais super énervé, super embêté par la difficulté qu'on a. Et à un moment, on va se rappeler qu'on a forcément la même, et voilà, et le truc va se dérouler. Et au bout du compte, on a une solution. C'est beau de vieillir. Ouais. C'est le seul intérêt. Ouais. Le seul intérêt. Quand t'es jeune, t'as un potentiel fou, mais t'as aucune réussite, ce qui crée une angoisse folle. Parce que c'est ça. Hein, et plus tu avances, plus tu peux t'asseoir justement sur les choses que tu as réussies. Et ça amène de la sérénité. Ah ouais, de la sérénité. De la confiance. De la confiance, tu vois, parce que t'as répété suffisamment de fois des trucs que t'as réussi pour pouvoir t'appuyer un peu dessus. Oui, et je voudrais rajouter un truc qui me paraît vachement plus subtil, ça enlève de l'anxiété. Si tu gères bien, parce que tu peux vieillir et puis être de plus en plus anxieux, mais si tu sais regarder, ça t'enlève de l'anxiété. C'est plus juste. Ce que j'appelais confiance, c'est juste regarder l'avenir en se disant ça va. Ouais. Et c'est en fait juste que effectivement t'as baissé le niveau d'anxiété de ouf. Et tu peux l'inconnu devient moins angoissant. Ouais.
Enfin, voilà, c'est une théorie. Voilà. Et est-ce que le fait de travailler ensemble, parce que j'ai l'impression que plus les années passent, plus vous faites des projets ensemble, est-ce que ça aussi c'est facteur de baisse de l'anxiété ? Ça a été hyper anxiogène au début. Pour toi ? Pour moi, pour toi aussi. Hein, parce Non, que pas anxiogène, agaçant. Agaçant, ouais. Pas anxiogène. Ouais. Est-ce que c'était anxiogène pour moi au début ? Je suis pas sûre que c'était vraiment anxiogène. C'était, je savais, ça m'énervait, Toi aussi. Mais oui, mais tu sais qu'on va nous demander des détails là. Ouais, Qu'est-ce qui vous énervait Dites-moi. Ouais, on va y aller. Hein. Je crois que. Moi, j'ai jamais bossé en équipe. Donc le principe même de bosser en équipe, non, en fait. J'étais pas hyper à l'aise avec ça. J'avais du mal à me situer, c'est-à-dire que quand il fallait prendre le lead, je le faisais de façon soit pas bien, soit hyper autoritaire, sans prendre en considération la personne avec qui je bossais. Et quand il fallait être le copilote, parce que j'ai pas les aptitudes là et que je dois profiter du savoir-faire du leader, je ramenais ma fraise sur des trucs relous et je faisais dériver les projets. Donc c'était un peu relou. Mais bon, voilà, si j'ai toujours bossé toute seule et en freelance, c'est pas pour rien, c'est qu'effectivement, j'avais pas appris ça du tout. Paco, à l'inverse, qui lui était chef d'entreprise et avait monté sa boîte, il savait bien gérer tout ça. Mais pour moi, il avait un côté paternaliste dans sa façon de gérer le travail d'équipe. Et comme j'avais un petit souci face à l'autorité paternaliste, je partais vite en couille sans comprendre que on est un couple, on bosse ensemble. Tout de suite, je projetais des trucs vraiment de gamine envers son père, tu sais, des trucs d'autorité mal placés. Donc ça a été dur au début, vraiment dur. Jusqu'à ce que, à force, chacun mette de l'eau dans son vin ou fasse des progrès et qu'on arrive de plus en plus à... Mais il m'a fallu comprendre des trucs, tu sais, des trucs stratégiques de... quand tu entres en réunion avec un partenaire de travail, tu fais pas n'importe quoi, tu es là pour bosser, quoi. Et voilà, j'avais un peu de mal à gérer ça, donc... Mais comme d'habitude, hein, c'est un truc on l'a regardé chacun de notre côté et puis on a avancé. Ouais. Parce que notre survie professionnelle en dépendait, donc il fallait vraiment qu'on règle ça. Et la question, c'était quoi au début ? Est-ce que aujourd'hui c'est un atout pour vous de bosser ensemble et quelle sérénité ça vous apporte dans votre travail de bosser l'un avec l'autre ? Alors déjà, il faut savoir qu'on a bien conscience que le schéma dans lequel on vit, il est particulier, il peut faire flipper, il peut même paraître aberrant, mais je trouve que il nous correspond. En tout cas, moi, il me correspond et je vais pas faire genre. Ouais, on va pas faire genre. Pas faire genre, il nous correspond. Je vais te demander aujourd'hui, après 10 ans, il te correspond ou pas ? Alors qu'en fait, c'est un vrai projet. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de points communs. C'est ce qu'on veut développer. Et on est en plus capable de développer nos singularités. Donc c'est l'individu dans le groupe. On est vraiment dans cet équilibre-là. Donc dans le côté groupe, il y a évidemment des ressources qu'on a en commun et d'autres qui sont extrêmement complémentaires. Donc tant qu'à faire, autant les mettre, autant les partager. On a à peu près la même vision sur la façon de bosser, sur ce qu'on veut, sur ce qui est important pour nous professionnellement, sur la relation qu'on va avoir avec les clients, le niveau financier qu'on va avoir. Il y a plein de choses que tu vois qu'on a et y aller tous les deux. C'est non seulement... Alors, maintenant, parce que là, je dis plein de trucs, mais de manière pragmatique, je suis en train de bosser sur une image, j'y arrive pas. Il y a deux cas de figure. Soit j'ai pas Margot à côté et je peux passer 2-3 heures, voire une journée à pas y arriver, à devenir ouf, à angoisser, à remettre en question, à me dire que de toute façon, je vais arrêter l'illustration parce que je suis qu'une merde. Et tu rigoles, mais ne rigole pas. En fait, je me projette quand je suis en page blanche sur un article en train de me dire vraiment le journalisme, t'es sûr, c'est un changement de carrière. Franchement, t'es sûr ? Il n'y a pas un autre truc pour lequel t'es mieux fait que ça ? Tu vois ou pas ? Eh ben, ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est Doudou, tu peux me faire ce dessin ? C'est réglé. Et donc, ce truc-là qui était extrêmement pénalisant et anxiogène, il se règle en 2 secondes. Tu t'imagines ? Au bout d'une journée, tu vois, t'es sur un hors-bord qui va là où tu veux aller. Et comme en plus c'est réciproque, ça aussi ça a pris du temps, parce qu'au début c'était pas... Mais comme en plus c'est réciproque, tout le groupe va vite en synergie. On utilise vraiment... Ouais. Pardon, vas-y, termine. Non, vas-y. On utilise vraiment le potentiel de chacun pour s'appuyer sur là où l'un et l'autre sont le plus forts pour avancer et du coup, voilà... effectivement, on avance mieux, on avance plus en sécurité et les zones de stress et de
d'anxiété, elles sont vite réglées, quoi. Alors oui, il y a des désaccords, oui, il y a des discordes, évidemment, on s'engueule, évidemment, des fois le matin. Ouais. Je voudrais juste dire un truc, parce que je pense que peut-être que vous allez nous poser la question sur quoi on s'engueule, et j'ai réfléchi à ça, mais on avait déjà pensé à ça. On a remarqué que nous, on s'engueule pas sur des choses, on s'engueule à partir d'états émotionnels. D'humeur. Ouais. C'est-à-dire que on s'en fout. Si on a décidé qu'on allait s'engueuler avec l'autre, je peux te dire, tu peux me parler n'importe quoi. Quel que soit le on va sujet. s'engueuler. Ouais. Tu vois. Et s'il se trouve qu'on est bien réveillé, qu'on est machin, là aussi, tu peux nous parler n'importe quoi. On va résoudre les solutions. Donc ça aussi, ça a été vachement important pour nous de nous rendre compte que c'est pas une question de sujet, c'est une question de tu rentres dans le truc et t'as déjà dans la relation. Ouais. T'as déjà le truc qui fait que je t'aime, chérie. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi je t'aime. Ok, je vois ce que tu veux dire. Tu me demandes quelque chose. Non. Et si l'autre il est comme ça, bon, t'es sûr que là, voilà. Donc oui, il y a des discordes, mais l'avantage, c'est comme on essaie de régler ça, c'est vrai que il y a des choses qui vont vachement plus rapidement. Et pour répondre à ta question, c'est un avantage de ouf pour nous d'être aussi complémentaires professionnellement, et c'est un avantage de ouf pour nous, parce que j'ai réfléchi aussi à ça. Je réfléchis très peu, mais à ça j'ai réfléchi. C'est bien aussi que dès le début tu marches plus que moi. Tu vois qu'en termes d'illustration, tu as plus de talent, et je fais pas ce genre, c'est vrai, ça se voit, je peux le rationaliser, et qu'en plus tu marches plus que moi. Parce que moi, ça m'a obligé à être plus humble que je ne le suis. Alors, c'est extrêmement humble. Ça t'a calmé un peu. Ça m'a calmé un peu. C'était bien qu'on rentre dans le débat. C'est-à-dire que, évidemment, je sais bosser en équipe, machin, tout ça, mais celle qui dessine le mieux, celle qui est plus pro, c'est elle. Donc, je pouvais pas non plus rentrer trop paternaliste. Arrogant. Non plus. Arrogant. Ni harissa, ni rien de tout ça. Donc, je ne pouvais pas rentrer trop paternaliste. Donc, ça aussi, on a eu vachement de chance d'avoir cette complémentarité. Oui. Mais je crois que quelque part, on s'est choisi aussi pour ça. C'est-à-dire que pour toi, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que pour toi, un des facteurs du fait que je sois la femme de ta vie, comme tu dis, c'est que dès le début, tu avais une admiration pour ce que je faisais, et c'était important. J'aurais adoré faire une blague, mais c'est tellement vrai. Tu vois ? Non, mais c'est vrai. Si tu m'avais pas admiré ce que je faisais comme ça, ça aurait peut-être pas matché comme ça. Mais je pense pas. Voilà. J'ai eu une chance d'être d'abord fan. Quand tu réfléchis au truc, c'est ouf, quoi. D'abord fan, ensuite pote, ensuite on est ensemble, et ensuite on match ensemble. Ça va. Moi, ça y est, j'ai donné. Emmenez-moi, ça y est, c'est bon. J'ai fait ce que j'avais à faire. Non, tu sais, comme je panique chaque fois que tu fais ce genre de blague. On blague, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai que l'alchimie était assez subtile, mais on en a beaucoup bavé au début, mais on en est ressorti. Et justement, cet aspect macho, comme tu disais chez toi, Paco, le fait que Margot soit meilleure que toi, comme tu dis, dans ce domaine, ça n'a pas créé entre vous une forme de compète, ou en tout cas peut-être de ton côté à toi? Il me déteste, c'est tout. Non, mais tu parlais d'admiration, ce qui est cool aussi, mais est-ce qu'il y avait aussi de ton côté un côté un peu peut-être compète? Oui, mais voilà. Je vois ce que tu veux dire. Oui, évidemment. Négatif, mais c'est pas une question de machisme, c'est une question. Tu peux être dans la compétition et pas forcément être macho. Ce que je mets macho, c'est une espèce. Il y a des mecs qui supportent pas, par exemple, que leur meuf gagne plus d'argent qu'eux, tu vois, de base. Et ça, pour moi, c'est un côté, c'est les travers de la société patriarcale, n'est-ce pas, typiquement. Le mec doit aller chasser le mammouth, et maman, elle fait la cuisine, quoi, tu vois, pendant ce temps-là. Bah, nous, c'est simple, c'est que il se trouve que s'il faut aller chasser un mammouth, je pense que tu préfères que ce soit moi qui y aille. Ouais, grave. Donc, tu vois, on peut même pas se poser la question. Mais je vais répondre très sérieusement à ce que tu as dit. Évidemment, non, ça a été. Alors, moi, j'ai été pris par un truc. Je ne peux effectivement être qu'avec quelqu'un que je respecte, humainement, professionnellement. Je pense qu'il faut une femme forte pour être avec un homme fort, et l'inverse aussi est vrai. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et fort, ça veut pas dire physiquement. Hein, il faut pas qu'il y en ait un qui tape sur l'autre, mais il faut qu'il y ait une certaine force morale, spirituelle, artistique. Et parce que les deux se nourrissent. Donc c'est comme ça que j'ai pris le truc. Effectivement, Margot est plus talentueuse que moi. Et au début, j'y suis rentré, je vais la bouffer. Bon, il se trouve que ça n'arrivera jamais.
Et c'est peut-être la meilleure chose qui ait pu arriver, parce que sur le chemin, j'ai pu me rendre compte que ça ne pouvait pas marcher que comme ça, que je devais m'interroger justement sur cette façon que j'avais de toujours vouloir. Tu vois ? Donc c'est peut-être ça, peut-être que ça rejoint ta question. C'est intéressant. C'est qu'est-ce que j'ai fait de la compétitivité dans cette réalité-là. Donc j'ai commencé, ça m'a aidé effectivement à comprendre que je pouvais essayer de me comparer pas forcément aux autres, mais à ce que j'étais avant. Mais attention, j'aime la précision. Ça, c'est ce que je fais peut-être 45% du temps. Les 65% du temps, alors il y a 45% où il y a 50% où je gueule sur Margot, où je l'insulte, putain merde, t'as fait encore un truc génial. Et puis après 10% le reste du temps, je vais aller voir sur internet et je déprime. Mais il y a quand même 45% où j'essaie d'être meilleur que ce que j'étais la veille. Alors qu'au début, c'était l'inverse. Voilà. Non, c'est pour dire que l'idée, c'est de tendre vers des choses. Mais oui, on pourra jamais y arriver. Il y a toujours un fond. Moi, quand tu fais des trucs une fois sur deux, mon premier élan, c'est une grosse déprime. Ouais. On va pas se le cacher. T'es vénère. Je suis vénère. Ouais. Mais en même temps, c'est un challenge hyper intéressant. Je sais que plus tu vas t'améliorer, forcément plus je vais m'améliorer. Et c'est plutôt ça que je vais parce que. Mais attends, si tu me permets, je voudrais juste faire un parallèle. C'est pareil pour moi sur un autre domaine, parce que le fait que Paco soit plus âgé que moi, il a une expertise et une expérience de vie vachement plus riche. Et en plus, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir aux choses, là où moi, jusqu'à présent, je me suis plutôt positionnée dans la vie en mode poète, tu vois, contemplative, et voilà, m'étonnant que les choses ne fonctionnent pas comme je voulais alors que j'avais rien mis en place. Et c'est vrai que chaque fois que je voyais Paco réfléchir aux choses et mettre en place des stratégies et des systèmes pour y arriver, j'étais extrêmement énervée et jalouse, et il y a plein de fois où je me suis dit de toute façon ça sert à rien, je suis trop conne, ou de toute façon j'y arriverai jamais. Et c'est vrai que c'est le même fonctionnement, c'est-à-dire que y a une partie du temps où je chiale et je m'apitoie sur mon sort en me disant que je vaux pas grand-chose dans ce domaine-là, et une partie du temps où je regarde comment il a fait et je prends appui sur tous les trucs fantastiques qu'il a pour progresser, me dire ok, dans ma mesure, comment je peux y arriver avec mon tempérament, mes faiblesses, mes machins, mes trucs, parce qu'on est très différents, donc je pourrais pas y arriver comme lui, mais à ma manière, comment je peux m'inspirer de ça pour progresser, être meilleur, et voir que là où il est meilleur que moi, c'est pas qu'il m'écrase, c'est que d'abord il nourrit notre couple et notre famille avec ce qu'il a de meilleur, et en plus il me donne de bons exemples de ce que je peux faire et comment je peux progresser. Je voulais préciser ça. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est marrant, parce que c'est des trucs, on en parle souvent, mais on en parle entre nous, c'est marrant de l'entendre comme ça. Ouais. Parce que on va pas se la raconter, c'est des trucs, tu sais, on réajuste à chaque fois, on s'interroge, tiens, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu sens, pourquoi t'en es là et tout. Et ça fait partie des choses qu'on s'est répétées souvent. Oui, c'est vrai. Pendant très longtemps, je t'ai détesté parce qu'il y a une part en moi, je m'en aperçois, qui t'a détesté parce que tu étais meilleur que moi, mais parce que je n'étais pas, et je réponds à ta question, la vision que j'avais de la compétition n'était pas nourrissante, nourrissante pour moi. C'est-à-dire que plutôt que me permettre de progresser, c'est un truc qui me détruisait au quotidien. Et donc c'est surtout ça, tu vois, qui a fait que... Parce que le but au départ, et c'est pour ça qu'on est encore ensemble, c'est que le but au départ, c'est que le deal, c'est je prends soin de toi et tu prends soin de moi, et dans ce soin mutuel, il y a des chances pour que ça évolue. Donc ça veut dire effectivement se dire la vérité et être capable de dire des fois je t'ai détesté ou je te déteste parce que tu es meilleur que moi. De toute façon, ça se voit sur notre tronche. C'est pas un truc qu'on arrive à très très bien cacher. Non, mais merci d'être transparent, parce que c'est pas forcément une parole qu'on entend beaucoup dans les couples. Mais on est comme ça avec nous, donc c'est vrai que c'est plus facile de l'être à l'extérieur. Comment ça se passe la vie de parents d'adolescents ? Ça se passe bien. T'as vu cette réponse efficace? Ça se passe bien. Après, il y a quelques années, on s'est rendu compte, on entendait beaucoup les gens autour de nous qui avaient déjà des ados parler de la fameuse crise d'adolescence, de leurs ados trop relous, etc., etc. Et c'était un truc qui nous mettait pas hyper à l'aise. Et on a quand même cherché à, par principe, ce qui est prévu pour arriver galère, on va regarder en se disant, enfin surtout Paco, mais on va regarder en se disant, il y a cette galère qui arrive, pourquoi, comment on va transformer ce truc-là? Il n'y a pas de raison de se faire chier avec une espèce de galérien. Ouais, tu sais, de prémonition horrible. Et puis en plus, en tant qu'anciens adolescents, et c'est pas si vieux, je veux dire, voilà, c'est quelques années à peine, tu vois. C'était encore peut-être un peu vivace les trucs qu'on avait ressentis. Mais c'est surtout qu'on s'est dit, attends, pourquoi ça nous semblait pas cohérent, ces gens qui disaient que la crise d'ado c'était horrible et que leurs ados étaient d'horribles personnages, alors que nous, quand on était avec eux, on trouvait les ados plutôt hyper attachants et les parents, mais super taclants et durs avec leurs gamins.
on s'est dit, mais en fait, il y a quand même un gros souci. C'est pas une obligation, la crise d'adolescence. C'est juste que peut-être à un moment donné, et les parents se comportent pas hyper bien avec les gamins et transmettent ce truc de il est chiant, machin bidule. Et de deux, est-ce que la fameuse crise d'adolescence, ce serait pas juste qu'en tant qu'ado, d'un seul coup, t'as le niveau psychique, psychologique pour te rendre compte que putain, tes parents te mentent depuis des années en fait, quoi. Tu vois ? Ils te mentent, ils te disent ne mens pas, ne triche pas, mais là tu es assez mûr pour voir qu'ils mentent et ils trichent. Ils te disent de pas faire des choses qu'ils font. Et la trahison, elle est quand même assez hardcore. Et après, voilà, une fois qu'on a regardé un peu tout ça et qu'on en a pas mal discuté, on s'est dit, bon, bah, voyons comment on va pouvoir justement créer autre chose avec nos filles pour pas se retrouver dans cette situation de merde et pour pas stigmatiser les filles. Parce que c'est hyper vite fait. Quand t'as un petit, c'est difficile, publiquement, de dire d'un petit, il est vraiment casse-couille. Ça sort pas tout de suite, tu vois. Mais dire d'un ado qui fait à peu près ta taille publiquement, ouais, mais c'est Ginette, elle est relou, elle est casse-couille, tu sais, c'est l'adolescence, c'est faisable, hein, ça sort assez vite. Et donc, il y a quand même une vigilance à avoir sur comment tu te comportes avec tes enfants, comment tu leur parles, comment tu parles d'eux. Juste un exemple, puisque vous nous avez dit que vous aimiez bien les exemples. On adore. Moi, je me suis rendu compte que je suis quelqu'un de très taclant, assez facilement. Et il y a, dans mon échange avec ma fille, il y a souvent un moment où je lui dis non mais ça suffit maintenant, tu commences à aller trop loin. Et elle est capable de me dire ouais, enfin c'est surtout toi qui me disais d'ailleurs excuse-moi mais ça fait un quart d'heure que tu la tacles comme une grosse merde. Peut-être que c'est un peu normal que tu en arrives là avec elle alors que tu as initié ce truc là depuis un moment, quoi. Et c'est toujours hyper marquant de se rendre compte qu'en fait tu récupères un peu ce que tu sèmes avec tes gamins et qu'à l'adolescence ça devient vraiment hyper visible. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Que du coup, avec nos ados, ça se passe quand même hyper bien, même si, attention, on a conscience et on le sait que c'est une période où elles se construisent, elles développent leur individualité, il y a quand même des choses qui se marquent et qui fonctionnent différemment, donc il y a des changements à anticiper et des choses à faire évoluer, mais jusqu'à présent, fort de ce qu'on a vu, c'est vrai qu'on discute beaucoup avec elles, on est très carré sur les limites et le cadre qu'on leur donne, et dans ce cadre, elles savent les libertés qu'elles ont et elles peuvent vraiment expérimenter. Mais c'est vrai que voilà, on a mis en place un truc qui est assez cohérent pour nous et qui fonctionne plutôt bien. On n'a pas de débordement, on a des filles qui sont assez respectueuses, pas du tout arrogantes ou quoi. Elles ont 13 et 14 ans et elles demandent toujours, avant de faire quelque chose, elles sont pas dans la revendication, tu vois, elles vont demander est-ce que je peux aller prendre mon dessert ? J'aimerais bien sortir de table parce que j'ai des devoirs à faire. Il est 3 heures, est-ce que je peux goûter maintenant ? J'ai faim. À 13 et 14 ans, c'est quand même super cool de pouvoir avoir cet échange avec des jeunes ados, tu vois. Donc, pour moi, j'ai l'impression que ça se passe quand même super cool. Le modérateur est en place. Ouais. Déjà, c'est ton boulot, hein, c'est ton boulot de toute façon. Déjà, je vais être tout à fait d'accord avec toi sur la première partie, qui est qu'à un moment, on s'est demandé, mais qui éduque ces enfants ? Tu vois, ok, ces enfants qui sont insupportables et qui arrivent à l'adolescence. Oui, tu veux dire les enfants des autres. Les enfants des autres. Tu vois, il y a un moment, tu regardes, tu dis, mais qui... Ou les enfants en général, voilà, qui éduquent ces enfants insupportables qu'on appelle les ados et machin et tout. Et tu te rends compte que ceux qui éduquent ces enfants sont les parents. Tu dis que toi, tu veux être parent. Et toujours pareil, alors ça vient pas tout de suite, hein, parce que on en a fait des conneries, surtout moi. Mais moi aussi. Hein. Mais il y a un moment, tu es quand même obligé de te dire, ok, je vais tout lui mettre sur la gueule, comme d'hab, parce que c'est le truc le plus facile, mais ça ne change pas. Et donc, tu es obligé de te dire, donc forcément, il y a des choses que je fais sur lesquelles je dois m'interroger. Et ça, c'est vachement dur, parce que si c'était si simple, ça serait réglé. Et plus la crise est forte, moins tu t'interroges sur ce que tu dois changer toi, parce que t'as pas les clés, on t'a pas éduqué là-dessus. Donc c'est surtout ça qu'on a travaillé, nous. C'est l'un avec l'autre, on a travaillé à voir, ok, super, on a telle difficulté avec un enfant, ça fait des mois que ça dure, et ça change pas, et on a beau actionner là-dessus, il n'y a rien qui marche. Bon, ok, alors maintenant, regardons-nous et nous. Qu'est-ce qu'on fait ? Quel message on envoie ? À quel moment on estime que cet enfant n'est pas assez rigoureux ? Super. À quel moment on est assez rigoureux pour lui apporter la rigueur dont il a besoin ? Tu vois, donc c'est ça qui a fait que petit à petit, on a été sensibilisé très tôt à nos limites et on a pu actionner là-dessus, ce qui fait que, pour ça, évidemment, on n'a pas de problème d'adolescence. Ça, c'est clair. On a 2 filles
qui sont quand même assez carrées, qui voilà. Après, elles ont leur personnalité. Il y en a qui va déconner il y en a une qui va déconner sur un truc, l'autre sur l'autre, mais c'est anecdotique. C'est anecdotique, quoi. Mais donc on n'a pas de crise d'adolescence, mais c'est quand même des enfants. De temps en temps, on ouvre la porte de la vie, on se dit oh mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois oh mais qu'est-ce qu'elle a encore fait, et il nous faut du temps pour comprendre que c'est pas qu'est-ce qu'elle a encore fait, c'est qu'est-ce qu'on a encore laissé faire, tu vois. Donc mais la chance, donc ça c'était ma partie modération. Je suis d'accord avec toi, on a vu que c'est nous qui éduquons nos enfants et nos ados, mais la partie modération c'est pas des anges non plus, on n'a pas de problème d'adolescence, mais il y a des vrais dysfonctionnements parce que ça fait partie de la nature humaine et ça fait partie de l'ignorance des enfants, et la seule façon qu'on a de pouvoir gérer ça, c'est de réussir à se rappeler le moins tard ou le plus tôt possible qu'il n'y a que nous qui pouvons changer ça. Oui, et ça c'est le truc le plus brutal, tu vois. C'est-à-dire que le premier réflexe c'est de te dire comment ça se fait que cet enfant se remette encore dans cette merde, tu vois. Comment ça se fait que cet enfant ne sache pas ranger sa chambre, et quand je rentre dans mon bureau pour gueuler, je me rends compte que le mien il est en bordel, tu vois. Donc et faire la corrélation immédiate et implacable de ça, ça prend du temps. Donc c'est ça le truc. Mais je suis complètement d'accord avec toi, parce que moi, chaque fois que je vois chez ma fille un truc qui me rend ouf, tu peux être sûr, de moi-même, je le vois pas. Hein. Je gueule, je reviens, ouais, elle a encore fait ça, elle est vraiment machin. Et il me dit, d'où ça peut bien lui venir. Mystère. Du papa, évidemment. Ouais, c'est lui là-bas. Et deuxième truc que je voulais dire aussi, parce je pense qu'il faut tout mettre dans le contexte, c'est un boulot extrêmement dur. Et nous, ce qui nous permet de le faire, c'est qu'on bosse chez nous. Ouais, oui. Tu vois ? Et on les a une semaine sur deux. C'est-à-dire que l'autre semaine, on peut hurler dans des oreillers sans que tu vois. Mais parce que la vérité, c'est que la semaine où elles sont là, on a quand même vachement la tête dans le guidon et on gère les choses quand elles se présentent. Mais la semaine où elles sont pas là, comme on parle beaucoup tous les deux, on se dit tiens, il y a eu ça cette semaine, je sens poindre un début de problème avec ce petit sujet-là, comment on peut le gérer quand elles reviennent, et on se ressource. Donc on a vraiment... ça veut dire on comprend qu'effectivement quand t'es dans ton quotidien, ton taf, c'est hyper dur, quoi. C'est hyper dur. Quand tu te lèves le matin, tu bosses, tu machin, tu trucs. T'as pas quand le temps tu vis à Paris, nous on lève nos filles. C'est-à-dire qu'elles ont 13 et 14 ans, c'est de nous, premier réveil. Tu sais, c'est même pas. Je reviens dans un quart d'heure, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il faut quand même un certain degré de coolitude et de. Parce qu'on sait qu'une fois qu'on les a mises. Faites des enfants et divorcer, c'est ça pour voir. C'est ce que j'étais en train de dire, que c'est un modèle de parentalité alternative. C'est intéressant. Non, c'est marrant ce que tu dis, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a une réponse là-dedans. Elle n'est pas immédiate, mais tu peux t'interroger. Tu dis comment ça se fait qu'effectivement nous on trouve ça super cool de pouvoir donner nos enfants à d'autres parents. Et évidemment, tu vois bien que divorcer, ça tient pas. Mais tu peux t'interroger sur la dérive de la société. Comment ça se fait qu'on ne peut pas avoir des aides familiales ? Comme, tu vois, à l'époque, on avait des oncles, des tantes, des grands-mères. Donc, et t'avais des enfants, tu les jetais dehors et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Je trouve qu'il y a peut-être un truc à retrouver là. Maintenant qu'on a la technologie, maintenant qu'on a des scientifiques, des gens qui ont réfléchi sur l'état des enfants, maintenant qu'on a des gens qui ont réfléchi à ça, on n'a plus les aides dont on a besoin, on n'a plus les parents, les grands-parents. C'est vrai que dans l'ancien modèle, tu avais quand même souvent une grand-mère pas loin qui s'occupait des gamins, etc. Et là, aujourd'hui, les hommes et les femmes dans le couple, ils sont souvent vachement livrés à eux-mêmes, seuls. Est-ce que tu ressens ça, toi, en tant que parent ? Moi, c'est fastoche parce que je suis barré toute la semaine, si tu veux. Tu as tellement raison. Donc, tu peux te ressourcer tranquillement. Donc, il y a un vrai truc. Simplement, on a mis en place un truc d'étudiants au pair. On a une étudiante au pair depuis 6 ou 7 ans à la maison, quoi. On a la chance d'avoir une grande maison qui permet de pouvoir accueillir quelqu'un, quoi. Ouais. Et c'est vrai que quand tu peux effectivement avoir ce moment de ressources où ton enfant, il est de façon extrêmement qualitative pris en charge par quelqu'un d'autre, ça facilite quand même le truc, hein. Et ça enrichit l'apprentissage pour l'enfant, puisqu'il va avoir des informations qui vont venir sur une autre forme, peut-être des fois contradictoires, donc complémentaires. Donc c'est ça. Donc tu as raison sur la question. C'est vrai qu'il y a une vraie question sur la parentalité aujourd'hui. Si on veut améliorer ça, il faut mettre des gens de qualité autour des enfants. Et traditionnellement, on avait trouvé le truc, c'est les grands-parents. Et je trouve que les grands-parents aujourd'hui, ils ont un peu déserté ça. Tu vois, je veux pas faire de généralité, mais moi les miens ils sont au taquet, hein, donc voilà. Mais en tout cas je vois assez souvent, et encore non pas dans notre région. Parce que mais je peux te citer quelques cas où tu sais que les grands-parents ont déserté le truc.
C'est-à-dire que moi, je sais que j'étais lâché chez ma grand-mère pendant un mois pour les grandes vacances, un week-end, machin, et c'était OK. Tu vois. Là, aujourd'hui, il y a un truc qui est que c'est surtout, j'ai l'impression que géographiquement, les enfants sont partis vivre loin de leurs parents. Donc les grands-parents, ils découvrent aussi un mode de vie où les gamins sont plus là, ils ont leur délire, leur projet, etc. Et donc, ils sont encore jeunes dans leur tête, ils ont des trucs ils ont envie de faire des trucs. Mais après, on a quand même beaucoup de modèles autour de nous, de grands-parents à la retraite qui sont très dispo pour les gamins, qui gèrent. Mais c'est vrai on voit aussi plein de gens qui sont isolés, qui n'ont pas les grands-parents et pour qui c'est plus compliqué. Les grands-parents qui sont en croisière Corsa, tu vois. Mais voilà. Mais évidemment, on pourrait s'interroger sur. Mais alors pourquoi je dis ça ? Parce que on n'a pas vocation à changer la société. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est très très dur. Mais par contre, on peut changer notre façon de gérer et on pense déjà, on se voit déjà en tant que grands-parents. Et les filles savent. Tu vois, elles le savent. On leur dit simplement un jour. Vous allez venir avec des petits, avec votre gars, vous allez nous le laisser pendant un mois. Tu vois, on viendra vous voir. On nourrit ça, on prend un engagement avec elles, ce qui fait que dans quelques années, elles vont nous le rappeler, on va être obligé de l'honorer. mais alors qu'on sera tranquille, les fesses à l'air sur une plage sous les cocotiers. Mais merde, les petits-enfants. Bon. Mais surtout, tu vois, ça leur permet à elles d'envisager ça comme quelque chose d'extrêmement possible. Et j'ai l'impression que dans la façon dont elles vont éduquer leurs petits, il va y avoir cette naturalité-là. Ma fille, elle me dit, quand je serai enceinte et que je vais accoucher, je voudrais que tu viennes t'installer à la maison 15 jours, 3 semaines. Elle est cash, elle me le dit, c'est pour m'aider. Parce que je vais pas pouvoir faire le ménage. Elle a 12 ans, elle se projette assez loin. Elle en a 13 déjà, pardon, merci. C'est pas grave. Mais elle me dit, je voudrais qu'il y ait Maë, donc la fille de Paco, Maë et toi, que vous veniez et que... Moi ou pas ? Ah non, je suis un mec. Elle veut pas de... Non, moi, je m'occuperai, on serait avec son pote. Elle veut des femmes. On va fumer des cigares et boire du cointreau. Mais tu vois, elle se dit déjà, c'est OK pour elle d'envisager qu'à ce moment-là, elle pourra demander du soutien et être accompagnée et pas gérer ça toute seule. Déjà en tant que... Ouais, depuis qu'elle a 4 ans. J'ai des vidéos d'elle à 4 ans où elle me raconte, en même temps qu'elle s'habille, avec son petit cheveu sur la langue et ses petites dents en moins. Alors quand je serai grande, donc j'aurai un garçon et une fille, je les emmènerai au poney club tous les matins. Après, je rentrerai travailler avec mon mari parce qu'on travaillera tous les deux. Et puis, ils iront... alors, ils seront très autonomes, ils feront ça. 4 ans. Donc, bon. Oui, je pense qu'il y a une destinée qui est en train de se construire. Elle construit bien son délire. Ouais. Est-ce qu'il y a un couple qui vous inspire ou auquel vous ressemblez, un couple réel ou fictif? Ça va faire hurler tout le monde. Tu veux que je prenne la responsabilité de ce truc-là? Non, je vais être forte. Merci, Doudou. On a beaucoup réfléchi, on a beaucoup cherché. On a voulu être au plus proche de notre vérité et clairement, le couple qui nous ressemble le plus, c'est... Oh putain, ça ne veut pas sortir. Tu vois ? C'est Monica et Ross Geller. Oh putain, de Friends. Je vous laisse réfléchir à ce que ça veut dire. Ouais. Parce qu'il y a un petit, second effet qui se coule quand même. Ils sont frères et sœurs. Voilà. C'est compliqué. Mais il se trouve que malheureusement... Ross Geller, il faut savoir qu'il est connu, alors je sais pas trop si vous avez cette lecture-là, mais notamment sur le public de Mademoiselle, pour être un gros connard. Oui, c'est marrant. Merde, on avait oublié ce truc-là, c'est mais vrai. jamais qui m'explique. Il va falloir qu'il m'explique. Un gros fuckboy, en fait, ce qu'on appelle un fuckboy, qui est un mec qui dit pas ce qu'il veut et qui passe son temps à louvoyer et qui rejette la responsabilité de ses actes sur notamment Rachel, c'est ça si je me trompe pas. Donc détesté, Ross Geller. Ah merde, putain. Tu vois, on en a parlé dès l'intro. Oh mais fantastique. Évidemment. Et toi, pourquoi toi tu te projettes dans Monica mais vas-y, dis-le. Et folle furieuse, oui. notamment de rangement et de mais tout ça. Toi, t'es comme ça. Ah mais tu n'as pas bien conscience du niveau que j'ai. Pas. Ah, je suis complètement... Écoute, je suis Monica parce que je suis complètement maniaque mais folle. Mais vraiment folle, je range les petits sachets plastiques par taille, les éponges par couleur et tu vois, bref. On n'est pas là pour juger, tu sais Margot. Je sais, mais en plus j'assume parfaitement ce truc qui fait que on vit dans une maison extraordinairement accueillante et propre. Tellement. Donc j'ai un vrai problème de maniaquerie. Non, est-ce que je peux dire un truc? Ouais. Ce serait insupportable si tu faisais chier tout le monde avec ça. Mais je suis Monica, je fais chier personne, j'oblige personne à le faire. Monica fait chier tout le monde. Oui, mais non, elle oblige personne à le faire, elle le fait. Oui, tu as raison. Elle le fait. Plutôt les trucs qu'elle fait chier. Oui, tu as raison. Tu vois, elle le fait elle-même. Elle va juste te elle dire le lève tes pieds, voilà. fais ça. Ouais. Moi, je suis comme ça. J'oblige personne à le faire. Ta mais je le caricature fais. serait Monica. Moi, je pour suis ça, Ross.
Pour ça, attends, pour ça, Tu vas nous expliquer parce après pourquoi. que je suis extrêmement mauvaise joueuse et mauvaise perdante, et ça, on a quand même ça chez Monica de façon très très Oui, forte. elle est... Tu vois, à partir du moment où on joue, t'es plus mon mec, t'es plus ma sœur, t'es plus mon enfant, je vais gagner. Ok, donc bon, voilà, il y a ça. Ça, j'aime beaucoup cet aspect-là chez elle. Ouais, bah voilà. Et il y a plein d'autres moments où on petit se dit, syndrome, une petite difficulté alimentaire. ouais, Tu vois. mais complètement. C'était pas Une petite tout à névrose fait le truc, mais une alimentaire. petite névrose Ouais, ouais. alimentaire Quand t'étais aussi. jeune. Quand j'étais jeune, ouais. Quand Donc tu étais jeune. il y a quand même pas mal de points communs. Après, on a dit Ross pour la blague, mais c'est vrai que. Mais parce que même ça. Non, mais qu'on c'est a vrai la qu'il même y a coupe de moins de cheveux, ressemblance. Bah voilà, on a parce la que même coupe de il y a cheveux. moins de ressemblance Non, mais entre moi, toi et moi, Ross je le qu'entre trouve moi très et Monica. touchant. Non, mais elle est maquée avec... comment c'est Chandler. Chandler. Avec Chandler. Mais moi, Mais t'es pas Chandler. J'assume tout à fait le Ross. personnage de Ross parce que j'ai pas eu les échanges que vous avez eus. Je pense que vous avez sûrement raison, mais moi j'assume tout à fait. Je le trouve très touchant, très drôle. Je trouve bien aussi que, je crois qu'il y a aussi un épisode qui a vachement choqué, c'est quand il ne voulait pas avoir une nounou homme. Est-ce que tu as vu ça? peut-être. Ok. Non, c'est pas, je donc l'ai pas, là. c'est pas D'accord. spécialement Non, celui-là c'était pour vous. C'était plus le côté Ross passe son temps à faire culpabiliser Rachel et en fait à l'enfoncer au lieu de la soutenir. Et c'est pour ça que je suis hyper étonnée parce que tout ce que vous nous avez raconté pendant 1h20, moi je suis là en mode en fait Paco te soutient énormément Grave. Margot dans ta carrière, dans tes projets. Regarde comment Donc, Ross soutient énormément sa sœur à chaque fois. Bah peut-être. Ah, ouais, j'avoue, ouais, j'ai- c'est à vrai, chaque c'est fois. vrai. Je l'ai Mm. pas comme ça, mais À peut-être, chaque ouais. fois. Parce qu'on a quand même une Rachel qui, si on la regarde Oui. bien, Ouais, c'est une pétasse. Hein. Euh, Pardon, mais là je vais me faire elle- allumer. elle- Je vais me faire allumer. elle est hardcore. Hein. Alors elle se calme sur le long terme. Elle devient mais extraordinaire dans les après. premières saisons, putain, quelle relou. Tu veux quoi. dire punaise? Alors Ok. Punaise, pardon. Alors que Ross reste un connard tout le long. Mais en oui, tout cas avec, exact- avec ses meufs. Et puis Exactement. même avec l'autre go après, Ouais. la Tout à prof. fait. Mm. Oui, mais c'est vrai Attends, qu'avec mais attends, c'est vrai quel qu'avec prof, sa quel sœur, prof il- Mais- Quel prof. J'ai plus de saison. Non, avec son Bah, élève, je crois. la avec son- fameuse, c'est son élève, la fameuse meuf qui est d'ailleurs la première actrice noire à avoir joué dans une sitcom Ah oui. de toute la vie. Ouais, oui, je vois. On Alors l'a c'est vu pas. déjà ou On pas l'a vu, ouais, on a vu. C'est déjà passé Ouais, cette ouais, c'est saison-là. déjà passé. Alors attends, mais c'est très C'est déjà intéressant ce passé, que tu dis. C'est très Ouais, intéressant il ce y a que tu 20 ans, Ginette, en fait. dis. Non, mais je vais te Ah, je dire. vous ai peut-être spoilé. Vous êtes en train Non, de non, on l'a regarder vu, on l'a vu, On les- on l'a vu, on on les l'a vu. revoit en ce moment, mais j'avais Margot, oublié. Margot a cette qualité. Elle voit un épisode de. Tu as acheté combien de fois le même roman après l'avoir lu? Oh, 3-4 fois. 3-4 fois. Elle Ah. peut t'acheter, J'oublie. tu vois, et lire la première moitié en disant ça me rappelle un truc que j'ai déjà lu. Je vais dans ma bibliothèque véridique, il y a Il y déjà en a 3 trois. fois l'exemplaire. Oh merde. Je reviens sur Ross. Évidemment, vous allez prendre la défense de Rachel et c'est tout à fait normal. Et je vais même pas débattre là-dessus. Je pourrais, mais je le ferai pas. Par contre, regarde la relation extrêmement touchante et extrêmement avec sa sœur. qu'il a avec sa sœur. À chaque fois, il va l'aider. À chaque fois, il va. Mais surtout, c'est même pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est que, et c'est un petit peu la conception que j'ai de la vie. On peut être un connard pendant très longtemps. Comment ça finit? Alors, je dis pas comment tu meurs, mais à la fin, Ross, il finit par être un gars bien puisqu'il finit par épouser Rachel et se barrer avec elle. Donc ça veut dire que les choses sont équilibrées. Je pense qu'on peut être un connard et c'est comme ça que je vois ma vie. Je peux accepter d'avoir été un connard pendant longtemps si je progresse de plus en plus et si je le suis de moins en moins et si je finis avec un peu de chance par être quelqu'un de bien. Tu vois? Donc c'est pour ça que merci de m'avoir mis le doigt sur là-dessus. Je défends encore plus Ross pour ça. Il y a un côté Voilà. très existentialiste dans ce que tu dis, que t'es pas figé dans une essence, que Ross n'est pas figé dans une essence de connard pour toute sa vie, que ce sont ses actes chaque jour, enfin jour après jour, qui définissent qui il est finalement. Oui, mais et puis surtout que la dramaturgie, la leçon à prendre de la dramaturgie, la leçon à prendre de toute l'histoire, c'est à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que si tu prends la dramaturgie, une histoire commence toujours très mal. Si elle finit bien, c'est une comédie, et si elle finit mal, c'est une vraie tragédie. Donc c'est à la fin que tu vas savoir de quoi tu parles. Et le trajet d'un personnage, C'est à la fin que tu vas savoir qui il est vraiment. Parce qu'on est tous soumis à des difficultés, on est tous soumis à des lâchetés. Évidemment, on est humain, on est tous soumis à des trucs difficiles, mais et on ne peut pas du jour au lendemain être bon. C'est dur de se dire je vais me lever et puis je vais affronter l'adversité. C'est dur, il faut s'en être pris plein la gueule, il faut comprendre la différence entre le bien que l'on fait et le mal que l'on fait. Et ça ne se fait que parfois en se trompant. Moi, en plus, j'ai vécu ça. J'ai pu voir concrètement le bien que je fais et le mal que je faisais. Tu vois? Et donc, quel choix je fais? Et à la fin, quel choix je fais? Donc, si ton personnage, il est bon et qu'à la fin, il tue, je pense que tu peux dire que la démonstration de cette histoire-là, c'est le personnage était mauvais. Ça raconte la déchéance d'un personnage, du coup. Tout à fait, Mm. tout à fait.
Ça raconte aussi la vision que tu as, Quand la il vision vrille, que quand il... tu vois. Mais tu peux, par exemple, si on prend, allez, n'importe quoi, un mec qui est à Wall Street et qui vole tout le monde. Soit t'en fais le loup de Wall Street et tu te rends bien compte que le mec était mauvais, puisque, en tout cas, dans la partie qu'on t'a montré, il a pas réussi à inverser l'adversité. Ou soit le gars se rend compte que, c'est pas bien ce qu'il fait, et par ses actes et par son acte final, tu te rends compte que, ok, finalement, c'était un bon gars. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ça ? Ouais, ça me Tu parle. vois ? Donc, je pense que... Et c'est ça la difficulté... Alors, on sort du truc, mais c'est ça la difficulté de la dramaturgie. C'est que des fois, il faut des salopards pour démontrer la bonne action. Il faut que... Et il faut des fois que montrer un salopard vraiment descendre et le voir monter pour qu'on se rende compte qu'il y avait le choix et il a fait le bon choix. Mais si tu prends un gars bien qui fait des choses bien... C'est un gars bien, mais ça ne dit rien sur l'humanité, parce qu'est-ce qu'on se lève toujours le matin en étant des gars bien ? Moi, je me lève souvent le matin en étant un vrai salopard. Hein. Tu vois ? Non, mais c'est vrai. Ce qui compte, c'est comment tu te couches le soir. Et puis, c'est ce que tu as fait dans la journée. C'est ce que tu as pu. Non, mais tu sais, et c'est pas de l'emphase. J'ai fait un sale rêve. J'ai pas envie. Je me suis couché avec un truc mauvais. Et le matin, je me réveille. Tu vois ? Mais est-ce que je suis capable de changer ça ? Et de faire quelque chose de bien de tout ça, je pense que c'est plus ça qui va me définir que la façon dont je me suis levé. Après, après on peut en débattre pendant des heures, mais voilà, voilà pourquoi ça me va d'être Ross. maintenant, mais on va jusqu'au bout. Ça va être drôle de voir. Maintenant, on va jusqu'au bout. Maintenant, si je me suis trompé sur la fin et que c'est un gros bâtard, je reviendrai ici et je trouverai un autre personnage. Je sais plus mais on va vous dire parce qu'on est, ouais. on est à la 9e saison, donc on va y aller. On fera une story à la fin en vous taguant. Et soit je ferai mes excuses ou soit. Ouais, c'est ça. ou soit je dirais je suis Ross. Ça me va. Cool. Bon, merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci à tous les deux. Merci. Merci Fabrice, merci T'en as pensé Clémence. quoi, toi ? C'était bien, hein ? Ouais, c'était bien. Ouais. J'aime pas trop ce genre d'exercice. Ah bon ? Ouais. D'accord. Mais non, parce que tu sais, souvent on nous pose des questions un petit peu redondantes. Où est-ce que vous avez fait vos études ? Ah non, oui. ça, Depuis combien de temps Ouais, vous non, mais là, dessinez, c'était- tu vois ? Alors que là, c'était intéressant. C'était quoi la promesse ? Tu avais fait une promesse très forte à laquelle je ne croyais pas au début. Qu'on ressortirait comment ? Content et que vous pensez que cet épisode vous représente ressemble. bien, vous ressemble. Alors, Alors ? elle a été tenue. Maintenant, il faut voir le montage. Faut Ouais, entendre c'est ça. le montage. On va voir le truc. On monte Mais en pas, tout cas, on- en live, ça a été tenu. Merci on beaucoup. monte quasiment pas. Bravo. À bientôt. Merci Ouais, les choux. plaisir. Salut. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de couple. S'il t'a plu ou fait réfléchir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur ton appli de podcast préféré. C'est ce qui permettra au reste du monde de le découvrir. Pour ne rater aucun des contenus du magazine Rocky, le mieux c'est encore de t'abonner à notre incroyable, que dis-je, exceptionnelle newsletter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as toi-même une histoire de couple un peu spéciale et que tu as envie de venir nous la raconter avec ton ou ta partenaire, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante: salut@rockymag.com. Salut, ça s'écrit S-A-L-U-T et Rockymag, R-O-C-K-I-E-M-A-G. Et sinon, en attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les 2 autres podcasts du magazine, Histoire de Daron et Rocky à écouter. D'ici là, je te souhaite des journées remplies d'amour et d'eau fraîche, ou de grenadine si c'est plus ton truc. À bientôt!